Vous avez vu les amis? YouTube m'a fêté joyeux Noël, mais pas dans le bon sens. Ils m'ont raclé sur le sol et fermé toutes les portes de YouTube. C'est un truc de dingue. 1300 vues sur la dernière vidéo. Et pourquoi pas 30 vues sur la prochaine? Comment vous voulez que je gagne des abonnés si YouTube me ferme la porte à chaque fois que je pose des vidéos? Ce n'est pas possible les amis. Bref les amis, sur cette première vidéo on va parler de Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique que les grands patrons menacent de quitter le pays. J'ai envie de te dire, bon débarras. Se sentent-ils français? Ne sont-ils concernés que par l'argent? Moi je pense que oui, pour la plupart. Ils veulent aller chez Monsieur Trump. Ils n'y frétilleront pas longtemps. L'envolée des actions finit toujours par redescendre. Et cela fait mal à tout le monde. Les amis, avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez tous la musique. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. La tentation du sauve qui peut des patrons. Parce que vous comprenez, on est trop cruel, ça coûte trop cher, il y a trop de papiers à remplir. Alors ils feront de plus beaux profils. Quoi toi? T'es quoi? T'es français ou pas? Tu te sens concerné par ces gens ou tu t'en fous? T'es concerné que par ton fric. Mais c'est ça qu'ils nous disent, hein? Ils n'ont pas changé, hein? Voilà Louis Renault, on l'a exproprié, parce qu'il avait collaboré, d'accord? Eux, ils foutent le camp. Ils nous disent qu'ils vont partir parce que, à cause du chaos, oh pauvre chéri, le chaos. Quel chaos? Vous allez partir d'Allemagne, il n'y a plus de gouvernement. Vous allez partir d'Espagne, ça fait 2 ans qu'ils n'ont plus de budget voté. Vous allez partir de Belgique, vous allez partir de partout pour aller où? Chez Monsieur Trump. Parce que là-bas, vous comprenez, la promesse de moins d'impôts et de subventions, parce que ça s'appelle des subventions, plus les droits de douane, ça les fait frétiller. Vous frétillerez pas longtemps. Parce que certaines envolées de cours de bourse sont payées par des retours au moins aussi violents, parce que personne n'a jamais vu un arbre pousser jusqu'au ciel. Et par conséquent, personne n'a jamais vu une action monter sans qu'un jour elle finisse par redescendre. Et quand elle redescend, ça fait très mal. Et surtout à nous, parce qu'en 2008, c'est la masse populaire qui a payé et qui a passé l'éponge sur la catastrophe qu'ils avaient déclenchée. Ce qui se passe les amis, c'est que vu qu'il n'y a plus rien à gratter en France et en Europe en général, ces personnes commencent à se faire la malle pour aller chez Monsieur Trump qui a promis la terre promise. Tout simplement les amis. Et sur cette deuxième vidéo les amis, on va se tourner sur Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, qui nous explique que Bruno Retailleau est pour nous un motif de censure à lui tout seul. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Bruno Retailleau est pour nous un motif de censure à lui tout seul, on va être clair. Pas juste comme un responsable du Modem me l'a dit tout à l'heure en disant mais vos différences sur l'immigration, bon faut faire avec. Mais je dis mais c'est pas que l'immigration. C'est que si vous êtes un militant écologiste ou un syndicaliste dans ce pays, un ministre de l'Intérieur comme Laurent Wauquiez ou comme Bruno Retailleau, on les confond. Et c'est pas anodin en fait. C'est pas anodin aussi. Il a dit Bruno Retailleau, voilà, moi je ne suis pas fétichiste d'une loi immigration, je suis presque qu'il n'y ait pas de loi immigration. Oui, mais ce que je veux expliquer, et à répartir des dispositions dans différents textes. Non mais c'est peut-être aussi un gage. Qu'il fasse ou pas une loi, il déjà sa politique tous les jours et quand je vois ce qu'il a déclaré en allant à Mayotte, c'est un problème. Dans un moment de deuil national où en tant que ministre de l'Intérieur, il devrait plutôt être préoccupé d'organiser les secours. Il fallait se soucier jusque dans les bidonvilles. Problématique migratoire après cette conséquence. Mais l'urgence, au moment où il était à Mayotte, je vous rappelle que ça fait maintenant quelques jours que cette catastrophe a eu lieu et qu'il y a des blessés et des morts qui pourrissent dans les décombres à des endroits où les secours n'ont même pas encore cherché et commencer à intervenir. Et donc, en tant que ministre de l'Intérieur, j'aurais beaucoup apprécié qu'il se concentre là-dessus. C'est pas la seule chose décente à faire. Non, lui, il y va et il relance une nouvelle polémique sur l'immigration comme on a tous les jours dans ce pays. Donc peut-être que si pendant 3 jours on avait parlé d'autre chose, on s'en remettait tous. Et je trouve ça indécent, pas à la hauteur de sa fonction. Et vraiment, qui s'excuse un moment pour ce qui s'est passé à Mayotte. Le cyclone, il n'y peut rien. Mais l'organisation des secours, ou plutôt la désorganisation et la priorisation qui a fait qu'en fait, il y a des pans entiers de ce territoire où on n'est pas allé parce que c'est des populations qui apparemment dont la vie vaut moins que d'autres vies. Parlons de ce qui s'est passé à Mayotte. Le président Emmanuel Macron s'est fait interpeller. Et Macron a répondu « Vous êtes content d'être en France parce que si ce n'était pas la France, vous serez 10 000 fois plus dans la merde. » Est-ce que c'est comme ça que doit réagir un président? C'est un truc de fou les amis. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, pas vouloir être un département français et dire que ça marche pas dès que la France est en solidarité.
solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors faut que tout le monde se respecte. On tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Et donc vous avez un choix simple. Vous êtes une équipe ou vous vous divisez. Non mais sérieux, faut être sérieux 5 minutes les amis, il nous fait honte, il nous fait honte. Les civils de Mayotte sont encore dans les décombres et cette personne-là va gronder une femme tout simplement parce qu'elle s'est énervée. Mais bien sûr qu'elle s'est énervée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est le tiers-monde là-bas. Pourtant ça appartient à la France et pas depuis 3 jours. Et cette personne-là a l'arrogance de leur dire que sans la France, il serait 10 000 fois plus dans la merde. Eh ben les amis, quelle arrogance. Mais si ça m'énerve, c'est pas ce qu'elle a dit. Et donc, il n'y a bien plus le micro, juste et moi. Et là les amis, on va se tourner sur Jordan Bardella, oui le gamer en slip dans sa chambre, qui lance un duel de Pokémon à Squeezie. Et au RN il se pose une question, va-t-il accepter ce défi Squeezie? Non mais Squeezie c'est intéressant, vous avez des types qui sont pétés de thunes, qui est multimillionnaire et qui vient donner des leçons à des familles qui gagnent 1 300 € par mois, qui vivent dans des immeubles parfois délabrés, qui sont abandonnés par les services publics, qui sont confrontés à l'insécurité, à la perte de leur identité. Et on a des gens qui, depuis leur chaîne YouTube, viennent dire à cette France-là comment voter. Vous le croisez Squeezie demain, vous lui dites quoi? Rien, je pense qu'il méconnaît totalement le quotidien des Français. Après Squeezie, on peut faire un 1v1 sur Rust si J'adorerais. Allez-y. Bah écoutez, si vous voulez inviter Squeezie à un 1v1, vous pouvez le faire maintenant et on publiera ça sur. Je pense qu'il se débinera. Eh ben les amis, si vous voulez un président qui joue à Rust en slip dans sa chambre, votez pour Jordan Bardella. Bref les amis, on va se retourner sur Marine Tondelier qui nous explique, comme le dirait Monsieur Bayrou dans son courrier, on est à la veille de Noël. Les Français attendent vite un geste fort et concret pour le quotidien, pas une conférence de financement. Pourquoi ne pas abroger les réformes de retraite par décret? Le NFP l'aurait fait. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Monsieur Bayrou, nous sommes à la veille de Noël. Bon, les gens vont se retrouver en repas de famille. Ils vont discuter politique. C'est quoi la chose qu'ils auront à dire de positif sur ce que Monsieur Bayrou aura annoncé, donc avant le 14 janvier? Il peut prendre des décrets en tant que Premier ministre. Il doit faire un geste fort, concret pour le quotidien des Français. Si nous avions été nommés Premier ministre le 8 juillet dernier, mais par exemple, alors qu'est-ce que vous lui demandez ce soir? Ou le 23 décembre, nous aurions pris un décret immédiat d'abrogation de la réforme des retraites. Et vous savez quoi? C'est exactement la raison pour laquelle le président de la République ne nous a pas nommés. Parce qu'il savait que peut-être nous tomberions au budget. Est-ce que si François Bayrou annonce une conférence, Marine Tondelier, est-ce que si François Bayrou dit moi je suis prêt à une conférence de financement pour qu'on puisse regarder tel ou tel aménagement qu'on peut faire sur la réforme des retraites, est-ce que ça pourrait être acceptable? Si vous pensez que votre tête au repas de Noël va dire je suis vraiment rassuré parce que François Bayrou a réuni une conférence de financement, vous l'avez dit à vos amis socialistes, 3 mois, etc. Vous l'avez dit à vos amis socialistes? Oui, on se parle avec beaucoup de franchise. Je pense que les Français ont besoin de concret, pas de promesses. Dans 3 mois, François Bayrou sera sûrement plus là. Donc c'est toujours de votre côté, tout le programme avec le programme, pas la moindre possibilité d'évoluer sur la réforme des retraites. Ce que vous faites, je n'ai absolument pas dit ça. Ah bah si, vous dites, est-ce que Tata Gilbert va se satisfaire d'une conférence de financement? La seule chose qui compte, c'est l'abrogation. Donc votre Tata Gilbert, elle a peut-être une nuance entre. C'est votre Tata, ça, si je peux me permettre, mais moi non plus. Mais peut-être que quelqu'un dans vos téléspectateurs. Mais il y a une différence entre ce que je vous dis et ce que vous me dites. Moi, je vous dis, est-ce qu'il est capable, dans la semaine qui vient, d'annoncer un truc, où les Français disent ah bah. Merci. Pour l'instant, non. Mais oui les amis, les Français sont comme ça, sont au bout du gouffre, au bout du gouffre. La plupart des Français ne peuvent plus faire Noël, tellement il n'y a plus d'argent dans les caisses. Les personnes travaillent 35-40 heures par semaine et ne peuvent plus remplir leur frigo. Alors vous vous imaginez bien que le 24 de Noël, ils ne peuvent pas remplir le sapin, s'il y a un sapin. Et on lui demande une chose, soit de monter le SMIC à 1 600 €, soit de descendre la retraite, mais faire quelque chose, travailler, bon sang de bonsoir. Et sur cette vidéo les amis, Aymeric Caron rappelle à la commission au nouveau patron de l'Arcom qu'on perd C8 mais qu'on récupère la nouvelle chaîne de désinformation professionnelle de Toven et Forest. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Monsieur Hajdari, bonjour. Le plus grand échec de l'Arcom, c'est probablement son incapacité à faire respecter le pluralisme et à empêcher le développement de la parole raciste et mensongère sur de nombreuses antennes. Un exemple. Pendant la dernière campagne des législatives, Europe 1 a mis en place une émission politique quotidienne dédiée aux idées de l'extrême droite, avec des chroniqueurs d'extrême droite et des invités d'extrême droite. Émission qui a servi à taper sur le nouveau Front populaire en général et sur la France insoumise en particulier. Alors l'Arcom a réagi, mais tellement mollement que l'émission a continué presque comme si de rien n'était. En fait, si l'Arcom est vraiment un gendarme de l'audiovisuel, c'est un gendarme qui n'a rien à voir avec ceux qui sont envoyés par exemple à Sainte-Soline, parce que l'Arcom avertit beaucoup, mais réprime rarement. D'ailleurs, le journal Politis a récemment interrogé
d'anciens membres de l'Arcom et l'un d'eux dit ceci: l'Arcom est une machine lourde et à la ramasse face à l'agilité des chaînes d'information et d'opinion. Ma première question est donc celle-ci. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour que l'Arcom soit enfin efficace? Sachant que tout n'est pas qu'une question de moyens et d'outils. On ne comprend pas comment l'Arcom a pu renouveler la fréquence TNT d'une chaîne d'opinion islamophobe comme CNews, chaîne qui ne respecte pas ses obligations conventionnelles, qui a été sanctionnée à de multiples reprises et qui diffuse tous les jours des fake news. Cette décision est absolument incompréhensible et discrédite l'institution. Alors vous allez me dire, oui, mais l'Arcom a éjecté C8 de la TNT. Certes, mais c'est pour la remplacer par la chaîne d'un autre milliardaire, Daniel Kretinsky, pour une chaîne de débat portée par deux polémistes médiatiques proches du printemps républicain et qui se sont récemment illustrés par leur soutien aux crimes de guerre de l'armée israélienne à Gaza. Ma deuxième question est donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces choix de l'Arcom pour la TNT? Enfin, troisième question. Vous venez de vous prononcer pour que la télévision et la radio publique française aient une présidence commune dans une holding. Comment expliquez-vous alors que tous les syndicats des entreprises concernées, voire les directions, soient opposés à cette présidence commune? Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas correctement les enjeux? Je vous demanderai de répondre à ces trois questions avec franchise, sans évitement, d'autant plus que nous n'avons pas d'a priori sur notre vote qui dépendra donc de vos réponses. Si c'était pour faire ça, ça servait à rien de supprimer C8, je vous le dis tout de suite. Et sur cette dernière vidéo, les amis, on va reparler de Jean-Luc Mélenchon, qui nous explique que le PS crée du dégoût et du découragement en allant chercher des compromis avec M. Macron. Il n'y a pas de compromis politique possible tant qu'il n'y a pas de compromis social. Les macronistes ne veulent ni abroger la retraite à 64 ans, ni rétablir l'impôt sur la fortune. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Un très comédien pour faire semblant de croire à autre chose. Et ça ne servait à rien. Ah, j'entends l'argument. On m'a dit, mais vous, les insoumis, vous êtes tout le temps contre. Nous sommes un parti de gouvernement. Oui, un drôle de parti de gouvernement qui n'a pas de programme de gouvernement, mais bon, passons, c'est en détail. Hein. Ils ont des personnalités pour occuper les postes. Voilà, ben c'est déjà ça, non? Mais avant, c'était leur seul avantage. Maintenant, ils l'ont plus parce que nous aussi. Alors, dans ces conditions, en plus, nous, on a un programme. Je vous le dis sur le mode du sourire, mais à qui ils ont fait tout ça, me disent-ils, pour convaincre la fraction de leur électorat qui est plus modérée que le sont les insoumis. Je ferai volontiers remarquer que ce n'est pas la peine de taper sur les insoumis tous les jours s'il s'agit de gagner ces gens-là. On pourrait peut-être faire valoir de temps à autre quelle importance il y a à écouter ce que nous racontons, parce que je ferai quand même remarquer que pour l'instant, ceux qui ne se sont pas trompés sur les diagnostics et sur ce qu'il y avait lieu de faire, c'est nous et personne d'autre. Que ce soit pour détecter les problèmes, quand on parle par exemple du problème de l'importance de l'eau, pour ne parler que de ça. Je vous l'ai dit assez de fois pour que maintenant tout le monde s'en souvienne. Bref, ils sortent de là et pourquoi ils veulent convaincre? Mais est-ce qu'ils se rendent compte? Et je pose la question. Je ne suis pas en train d'étrier, chers journalistes. Je pose la question. Est-ce qu'on se rend compte du trouble que ça crée dans les esprits des gens qui, ma foi, ont déjà assez à penser tous les jours, à s'occuper de survivre et à s'occuper de faire vivre leur famille, pour ne pas avoir le temps suffisant pour écouter toutes ces précieuses personnes dire des choses importantes dont on ne comprend pas un mot? Est-ce qu'ils comprennent que ça crée du trouble? Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font? On dit que c'est la gauche, ils vont discuter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça décourage. Contre quoi avons-nous dû lutter jusqu'à présent? Contre le dégoût, contre le découragement, contre le rejet de ceux qui font de la politique passant pour des marioles qui cherchent que des postes. Et quand les gens voient ça, ils pensent que c'est ça qui est en train de s'organiser en leur nom et sous nos yeux. Il n'y a qu'une chose à dire, et alors on va aller là au fond de l'affaire. Après avoir retenu la leçon numéro 1, il n'y a pas de compromis politique possible tant qu'il n'y a pas de compromis social de proposer. Tant qu'ils n'ont pas renoncé à la retraite à 64 ans, tant qu'ils n'ont pas renoncé à rétablir, ils n'ont pas renoncé à supprimer l'ISF, tant qu'ils n'ont pas, etc., il n'y a pas de compromis politique possible. Parce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas du compromis social. Et voilà la différence entre la France insoumise et tous les autres partis. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, au prochain épisode. Merci à tous.